Donc on peut juste prendre refuge et penser à la motivation, 2 minutes. D'accord. Donc, comment ça va? Hein? Qui c'est qui va mal? Qui c'est qui a du mal? Ouais, et les autres? Ça va. Alors, comment on va faire? J'ai marqué des petites notes, en fait. Je me suis fait, bon, vous avez peut-être des questions. Il y a aussi des gens qui ont posé des questions par Internet et comme ça. Mais j'ai noté quelques points que je voulais aborder avec vous. J'ai pris des notes de certains points que je pensais valait peut-être la peine de répéter ou clarifier. Je ne sais pas où c'est que j'ai mis ça dans mon carnet. Donc il y avait une chose, mais bon, on l'a dit ce matin, je l'ai aussi répété pendant la méditation. Hein. Il y a différents types de connaissances qui réalisent différents types de phénomènes. Pourquoi on a besoin, par exemple, de différents types de connaissances ou perception. Valérie utilise le mot perception. Dans le livre de la Thierry Rinpoché, vous trouvez d'autres termes. Je pense connaissance ou d'autres termes. Donc, il y a différents types de perception parce qu'il y a différents types de phénomènes. Et donc, en fonction de ces 3 types de phénomènes, différents types de connaissances les réalisent initialement. Donc, j'ai répété ce point pendant la méditation. Mais bon, comme pendant la méditation, vous ne prenez pas de notes, peut-être je peux le répéter en principe. Donc, c'est quoi les 3 types de phénomènes? Alors, manifeste, je répète pour l'enregistrement, caché et extrêmement caché. Alors, qui peut me donner des exemples de phénomènes manifestes? Pas Myriam. Désolée, mais... Le son est impermanent, c'est un phénomène manifeste? Alors, un phénomène, c'est quoi? Comment? Quelque chose qui existe. Un phénomène, c'est un existant. Efficient? Est-ce que c'est forcément efficient? Non, pas forcément efficient. Donc, les synonymes de phénomène, existant, base établie, c'est quelque chose qui existe, un phénomène. Parmi les phénomènes, est-ce que tous sont efficients? Efficient, c'est quel type de phénomène? Impermanent. Il y en a qui sont permanents, donc. Et les 2, c'est des existants. Donc, 3 types de phénomènes. Phénomène manifeste, la fumée, la table, la fleur, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend,
tout ce qu'on sent, tout ce qu'on aborde directement. En fait, tous ces phénomènes manifestes qui sont évidents. Il n'y a pas besoin de raisonner pour les réaliser. Et donc, ce sont les objets de perception directe. Ils peuvent être directement réalisés, ces objets manifestes. Manifeste, ça veut dire pas caché. C'est manifeste, c'est visible, c'est évident. Et donc, ils sont réalisés initialement par une perception directe. Alors que ceux qui sont cachés, ils peuvent être réalisés par une perception directe, mais pas initialement, la première fois, au début. Donc, dans les phénomènes cachés, qu'est-ce qu'il y a? La vacuité, par exemple. L'impermanence grossière, est-ce que c'est caché? C'est l'impermanence subtile qui est cachée plutôt. Grossier, c'est quand un vase casse. Ça, on voit directement. Non, c'est pas extrêmement subtil. L'impermanence... Non, c'est pas extrêmement caché. C'est caché. L'impermanence subtile et la vacuité, c'est des phénomènes cachés. Et donc, est-ce qu'on peut le réaliser directement? Oui. Heureusement. Mais initialement, au départ, on les réalise par une inférence, de façon inférentielle. Donc, plus spécifiquement, une inférence par le pouvoir du fait. Par le pouvoir du fait. Donc, on infère l'existence d'un phénomène par un signe, par un raisonnement, par une raison, une preuve. Donc, la personne est vide d'existence intrinsèque parce que elle n'existe pas de son propre côté. Myriam, tu peux parler. La pauvre, je l'ai ligotée. Elle est trop bonne. Oui, elle n'existe pas de son propre côté, mais c'est pareil. Elle fait de partie parce qu'elle est interdépendante. Elle dépend. Elle dépend, elle est interdépendante. Elle existe dans la dépendance à différents niveaux. Donc tout ça, c'est des raisonnements qui, grâce à une inférence, nous permet d'aborder des phénomènes cachés. Donc on va réaliser initialement par une inférence, par le pouvoir du fait. Et il y a une troisième type de phénomènes qui sont extrêmement cachés, le karma. Mais plus spécifiquement, le karma, oui, les caractéristiques subtiles de la loi de cause à effet. Donc par exemple, du don ou de la générosité, la richesse. Et bon, plus particulièrement, on dit, oui, voir de la générosité, la richesse. Et donc on dit ça, ce genre de phénomènes qui sont extrêmement cachés, on ne peut pas les réaliser même par une inférence, par le pouvoir du fait, mais on utilise une inférence par conviction. Alors, par conviction ou par adhésion. Donc c'est quelqu'un... On va reprendre ça, si vous voulez, un petit peu. Parce que ça a été expliqué. Mais bon, ça a été expliqué. Moi j'y suis revenue parce que j'avais pas trop compris. J'avais pas trop compris quand Geshe-la là. J'ai pris des notes, mais quelquefois ça va vite. Et donc, on ne sait plus trop. Quelquefois ça va lentement. La plupart du temps, ça va vite. Voilà. Et donc j'ai repris ça, on peut le reprendre, une inférence par conviction. Quand Geshe-la ça c'était le week-end dernier, il a terminé avec les perceptions inférentielles. Et donc il y a 3 types. Donc là on s'intéresse au premier et au troisième. Le deuxième en fait, deuxième type d'inférence, c'est marqué dans le polycopier là qu'on a aussi.
page 6 et 7. Hein, donc, il y a la première, c'est par le pouvoir du fait. La deuxième, c'est par le renom. Et le troisième, c'est par conviction. Et en fait, il est écrit aussi, une perception inférentielle par le renom est nécessairement une perception inférentielle par le pouvoir du fait. Donc, ces deux se recoupent. Hein. Donc, par le pouvoir du fait, c'est-à-dire du fait de la nature des choses elles-mêmes, hein, c'est ça, par le pouvoir du fait. Et donc, ça, on a dit que l'inférence dont on vient de parler tout à l'heure, hein, qui va permettre de connaître initialement un phénomène caché, c'est une inférence par le pouvoir du fait. Par exemple, on utilise, pour comprendre l'impermanence, on va utiliser, dans l'impermanence subtile, on parle là, on va utiliser le fait que les choses sont produites. Hein. Le son est impermanent parce que c'est un produit. Et produit servant de... Donc le fait que ça soit un produit, c'est un fait. Hein. C'est quelque chose de naturel, c'est la nature des choses. Et donc c'est pour ça qu'on parle de l'inférence par le pouvoir du fait. En analysant le fait que les choses sont produites, on va en arriver au fait qu'elles sont impermanentes, c'est-à-dire qu'elles changent d'instant en instant. Ensuite, donc, oui, on parle maintenant de l'inférence par conviction. Alors, à la page 6, un exemple de la troisième, une perception initiale avérée inférentielle par conviction, est une perception inférentielle qui réalise que la citation du dont proviennent les ressources de l'éthique une migration heureuse est infaillible quant au sens qu'elle indique par le signe, par le fait d'être une citation dénuée des trois contradictions. Ben, justement, on est là pour expliquer. Excusez-moi, je lis. Ok. C'est pour ça que je le reprends. Ouais. Doucement. Donc, ouais. Vous n'avez pas le polycopier? Vous suivez, excusez-moi, vous pouvez suivre avec votre voisine? C'est page 6, à la fin de la page 6. Donc, la troisième perception initiale avérée inférentielle. Hein, si vous pouvez vous concentrer sur... Vous l'avez trouvé? Ok. Bon, la perception initiale inférentielle par conviction, c'est une perception inférentielle qui réalise que la citation est infaillible quant au sens qu'elle indique. Par le signe, dans le signe, la raison, c'est... On prend en fait une citation. Hein. Là, on peut pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas aborder directement. C'est très caché. Et donc même par un signe, donc, par le pouvoir du fait, hein, qui viendrait de la nature des choses, on ne peut pas l'inférer. Et donc on va l'inférer, on va se reposer en fait sur ce que quelqu'un a dit. Hein. Et donc d'une citation qui vient des Écritures. Mais cette citation, elle est qualifiée par... elle n'est pas... attendez, j'ai marqué ça quelque part. Est-ce que j'ai marqué elle est libre de trois contradictions. Hein. Donc, elle n'est pas invalidée. Donc, on va essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire ça. Elle est libre des trois contradictions. Et là, j'ai regardé, en fait, dans le livre à la page 121, le livre de Lati Rinpoche. Hein. Parce que j'ai trouvé une explication là. Donc, quand vous prenez le livre de Lati Rinpoche, vous voyez qu'il y a différents types d'assertions. Il y a des personnes différentes qui disent des choses différentes, hein, sur certains points. Hein. Comment? Voilà, il fait le tour. Voilà, par exemple, vous allez voir que... ouais, on verra. Il y a des choses, par exemple, nous, le texte de référence, c'est lequel? C'est de qui, le texte de référence?
Non, Sotrantika, c'est l'école. Hein. Tous les logiques se rapportent. Non, c'est pas Dakpo Rinpoche. C'est Purbo Chok. Notre texte racine, hein, c'est Purbo Chok. Valérie, elle a extrait, parce que le texte de Purbo Chok, on ne vous l'a pas distribué, parce qu'il y a beaucoup de débats et on s'y perd. Surtout pour les débutants, on risque de s'y perdre. Et donc, elle a très gentiment extrait l'essence, c'est-à-dire les définitions et les divisions qui font en fait notre polycopier. Mais c'est extrait du texte de Purbo Chok, c'est écrit sur la première page. Donc notre référence, c'est Purbo Chok. Et vous voyez, il y a des différences avec le livre de, par exemple, la présentation de la Rinpoche. Une des différences, puisque, bon, là je saute à autre chose, mais une des différences, par exemple, c'est que pour Purbo Chok, une perception initiale avérée est forcément inférentielle. Une perception inférentielle est nécessairement avérée, puisque ça fait partie des divisions. La façon dont on a abordé les 7, la division en 7, 2 avérés, 5 non avérés. Bon, je parle en diminuant, je ne vais pas dire les et ou initiales et ou, mais bon, pour parler simplement, avérés, non avérés. Donc, dans les avérés, il y en a 2, dans les non avérés, il y en a 5. Et donc, dans les avérés, il y a les directs et les inférentiels. Ça veut dire qu'inférentiel, c'est nécessairement avéré. Pour Purbo Chok. Si vous voyez d'autres présentations, comme par exemple dans le livre de la Rinpoche, c'est pas abordé de la même façon. Il commence par les perceptions directes. 1, 2 inférentielles, 3 consécutives, etc. C'est pas la même présentation. Pourquoi ? Parce que dans sa présentation, inférentiel, c'est pas forcément avéré. Vous voyez ? Donc, il en parle aussi, je pense. Je crois qu'il en parle. Je crois qu'il en parle. Je ne vais pas chercher parce que je vais me perdre. Mais quelque part, il en parle. Quelquefois, même dans ce livre, il dit pour Purbo Chok, c'est comme ça. Pour d'autres, c'est différent. Donc, il faut bien être conscient de ça. Il y a certaines différences, d'après les auteurs. Donc, pour en revenir, les écritures libres des 3 contradictions, si on regarde à la page 121, alors là, vous voyez à la page 120, justement, ces cognitions réalisent les 3 genres d'objets de compréhension. Les phénomènes manifestes, les phénomènes imperceptibles ou légèrement cachés, les phénomènes complètement imperceptibles, extrêmement cachés. Et après, il explique ce qu'on vient de dire, en fait. Et à la page 121, il parle la question de savoir si des écritures spécifiques, libres des 3 contradictions, doivent ou non enseigner les 3 objets de compréhension fait l'objet de nombreux débats. Donc ici, en fait, il dit il y a différentes interprétations. Quand on dit des écritures qui doivent être libres des 3 contradictions, ça veut dire libres de contradictions par les 3 perceptions. C'est-à-dire libres de contradiction par une perception directe, une inférence par le pouvoir du fait, une inférence par conviction. Et donc, c'est interprété différemment. Il y a 2 façons de poser une écriture comme étant libre des 3 contradictions. Je lis le premier paragraphe à la page 121. Il est possible de dire qu'elle est libre de contradiction quant au fait qu'elle enseigne le perceptible manifeste ou quant à la partie qui enseigne le perceptible manifeste. Vous voyez, c'est juste ça, il prend comme exemple le perceptible. Les 3 contradictions, c'est en relation avec les 3 perceptions qui vont réaliser les 3 objets. Donc, par exemple, celle qui va réaliser le perceptible manifeste, il le prend comme exemple. Il y a différentes façons de formuler. Est-ce qu'elle est libre de contradiction quant au fait qu'elle enseigne le perceptible manifeste ou quant à la partie de la citation qui enseigne le perceptible manifeste? C'est juste différentes façons de comprendre ce que ça veut dire,
Là, il est en train de discuter. Les gens, ils ont différentes assertions, différentes affirmations sur ce que ça veut dire, en fait. J'ai trouvé plus simple, hein, ce que j'ai trouvé bien dans son explication, c'est qu'à la fin, il dit quelque chose qui est facile à comprendre. Hein. Donc, je saute là. Hein. Comment ? Non, mais justement, c'est pour ça. Alors, il explique, si on suit la première, deuxième paragraphe, si on suit la première façon de comprendre ça, si on suit la deuxième façon de comprendre, qu'est-ce que ça veut dire d'être libre des trois contradictions ? En fait, ce qu'il dit après, en fait, de manière générale, le sens d'être libre des trois contradictions, c'est si le passage enseigne le perceptible manifeste, c'est-à-dire si le passage enseigne enseigne quelque chose de manifeste, parle d'un phénomène manifeste. Oui, passage des Écritures. Hein. Ici, on parle des Écritures qui sont libres de trois contradictions. Hein. Donc, si le passage n'est pas invalidé par une contradiction, hein, il est libre de trois contradictions, donc on va pouvoir s'appuyer sur cette écriture s'il n'est pas invalidé. Hein. Donc, s'il s'agit d'un phénomène manifeste, il n'est pas invalidé par une cognition directe. Hein, la perception directe étant celle qui réalise le phénomène manifeste. Si le passage concerne un phénomène caché, hein, ce passage n'est pas invalidé par une inférence par le pouvoir du fait. Et si le passage parle, hein, a pour sujet un phénomène extrêmement caché, aucune inférence par l'adhésion, c'est-à-dire aucune autre écriture peut l'invalider. Donc, à la page 122, il dit, à titre d'exemple, si l'enseignement porte sur la nature de l'eau et soutient qu'elle remonte les pentes, hein, par exemple, une écriture qui dirait l'eau, elle monte les pentes, hein, c'est contredit par la perception directe. Donc, ce n'est pas une écriture avérée. On ne peut pas s'appuyer sur une telle écriture pour faire naître une inférence par cohésion. Hein, par cohésion ou par conviction, faire naître une conviction d'une telle écriture. Donc il faut analyser l'écriture pour voir si elle est contredite ou pas. Hein. Donc soit contredite par le pouvoir du fait, c'est-à-dire par une perception manifeste, directe, parce que directement on voit bien que... Hein, soit donc si le sujet... Hein, si le sujet c'est un sujet complètement imperceptible, hein, donc si l'enseignement porte sur un sujet imperceptible et soutient par exemple que les migrations heureuses, non pardon, j'ai soutenu quelque chose, s'il enseigne l'imperceptible et soutient que les personnes ont une existence substantielle, un passage des Écritures qui dit que la personne a une existence substantielle, hein, c'est quelque chose qui va être contredit par une inférence par le pouvoir du fait. Hein, donc, ce n'est pas une écriture valide, elle est invalidée. Et si c'est un enseignement au sujet de quelque chose d'imperceptible complètement caché, imperceptible, par exemple, qui soutient que les migrations heureuses surviennent par le don, alors qu'elles viennent de l'éthique. Donc, si on avait une telle écriture, elle serait contredite par une inférence, par adhésion, c'est-à-dire par un autre passage d'écriture qui enseigne donc que le bien vienne par le don. Les écritures qui ne sont invalidées en aucune de ces façons sont dites libres des trois contradictions.
Donc il y a différentes façons de... Là, la façon dont il dit, ça dépend du sujet, cette interprétation de Libre des trois contradictions. Si le sujet, c'est un phénomène visible, il faut que l'écriture ne soit pas contredite par une perception directe. Si le sujet, c'est un phénomène caché, mais légèrement caché, juste caché, il ne faut pas qu'elle soit invalidée par une inférence, par le pouvoir du fait. Et si c'est un phénomène extrêmement caché, il ne faut pas que l'écriture soit invalidée par une inférence de conviction, c'est-à-dire par un autre passage. Donc ça, c'est l'interprétation qu'il donne à la fin. Il dit en général, c'est comme ça. Et le débat avant, en fait, ça concerne d'autres façons d'expliquer cette invalidation par les trois contradictions. Il y en a qui disent il ne faut pas que dans ce sutra ou dans ces écritures, ce qui est dans le même sutra, ce qui est manifeste ne soit pas contredit par une perception directe, ce qui est caché ne soit pas contredit par une telle inférence, extrêmement caché ne soit pas contredit par l'autre type d'inférence, et dans la même citation. Et donc il y en a qui disent mais c'est difficile parce que dans une citation il n'y a pas forcément tous ces phénomènes. Donc c'est juste différentes interprétations qui sont données à qu'est-ce que ça veut dire Libre des trois contradictions. Vous voyez, voilà. Parce que une même écriture n'enseigne pas forcément les trois types de phénomènes. Alors, donc c'est difficile d'expliquer comment ce fait d'être dénué de contradiction pourrait être expliqué de la façon dont certains l'expliquent. C'est un peu clair ? Pas forcément. Vous pouvez reprendre, si vous voulez, page 121, 122. C'est clair ou pas clair ? Pas forcément. C'est en veilleuse, voilà. Mais bon, ça vous donne une idée. Ouais. Oui, voilà, vous pouvez retourner au texte et d'accord. Oui, d'accord. Donc, pas de contradiction par ces trois types de perception. Je ne sais pas dire exactement là comme ça. L'exemple qui est donné en principe, c'est ce qui est dans le texte. Là, je ne peux pas te dire comme ça. Ouais. Oui. Tiens, vous pouvez me faire passer le micro ? Tu appuies pour que ça soit vert, ouais. Tout, oui. Ce qui est complexe, c'est que parfois, dans cet exemple précis, là, plus on s'enfonce pour essayer d'y voir clair. Non, ça marche. En fait, quelque part, ça doit venir unique de moi. Je perds le fil de base dans le fait de dérouler le c'est parce système. Et j'ai observé que quand il y avait une espèce de répétition de l'ensemble du phénomène dans un but explicatif, mais pratique, je dirais, pour le saisir pratiquement, sur un exemple, justement, qui me parle, parce que tous les exemples ne parlent pas de la même façon. C'est super, quoi, parce que d'un coup, quelque chose apparaît qui est perdu, là. Parce que là, je vois, mais bon, ce qu'il y a aussi, c'est que il faut bien poser je pense qu'il faut bien poser
les concepts de base, les idées de base. Hein. Qu'est-ce que c'est un phénomène manifeste? Qu'est-ce que c'est un phénomène caché? Qu'est-ce que c'est un phénomène extrêmement caché? Comment en fait un phénomène manifeste est réalisé initialement par une perception directe? Hein. Comment ces trois types de perceptions existent en fonction de ces trois types de phénomènes? Et si ça s'est posé, après, on peut aller plus loin. Mais bon, peut-être vous perdez le fil aussi, parce que dès le départ, ça, c'est pas très... Non ? Oui, d'une part, et d'autre part, je profite qu'on parle de ça, parce que moi, je suis plutôt visuelle, en fait. Et je me rends compte que si je veux apprendre, il faut que je fasse des tableaux, que je remette les pièces du puzzle comme ça à ma vue. Et je suis étonnée, c'est une question que je vais poser depuis longtemps, que l'enseignement soit complètement oralisé, qu'il n'y ait pas une sorte de tableau quoi, où on peut voir se créer d'une certaine façon. C'est vrai que moi, quelquefois, j'ai parlé de ces sujets avec un tableau généralement. Hein, un tableau noir, je veux dire. Hein, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé de parler de ce genre de sujet ou même d'autres. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir un tableau où on marque. Ça c'est bien, c'est vrai. Traditionnellement, les guichets n'enseignent pas avec un tableau. Mais bon, ceci dit, vous avez des tableaux et on va vous envoyer encore plus de tableaux. Hein. Donc, vous vous servez de ça. Hein. D'accord. C'est vrai, on va vous envoyer encore. C'est prévu. Hein. D'accord. Un point que je voulais reprendre aussi, ça se trouve à la page 43 du livre. Qu'est-ce que c'est une conscience erronée? On a parlé de conscience erronée. Hein. Et quand on parle, on en a parlé déjà, les consciences conceptuelles sont erronées. Hein. On dit par exemple une conscience directe et exacte. Alors on utilise, dans les traductions, on utilise quelquefois différentes traductions. Je pense que Valérie a dit exacte ou non trompeuse, hein, non erronée. Hein. Donc, dans ce contexte-là, quand on parle d'erroné ou non erroné, on parle de non erroné par rapport à l'objet apparaissant. Donc, on va voir... on a dit déjà que toutes les consciences conceptuelles sont erronées quant à l'objet qui leur apparaît. La généralité du signifié. Qu'est-ce qui apparaît à une conscience conceptuelle ou à une perception représentative, une conscience conceptuelle, une perception représentative. Son objet apparaissant, c'est l'objet qui apparaît, c'est une image mentale, hein, aussi dite généralité du signifié. Et donc elle est erronée par rapport à cet objet qui lui apparaît. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle est permanente? Elle n'est pas directe. Exactement, Myriam. C'est parce que la perception elle-même, représentative ou conceptuelle, elle prend cette image pour l'objet lui-même. Hein. Et donc elle est erronée. Voyez vous-même dans votre expérience. Hein. Quand on voit, on en a déjà parlé la dernière fois, je pensais, mais vous vous représentez par exemple mentalement, vous représentez quelqu'un, votre conjoint ou votre collègue, peut-être, ou n'importe qui, avec qui vous avez eu un conflit, vous êtes disputé hier. Hein. Vous réentendez, vous revoyez ce qui s'est passé. Hein. Donc c'est tout conceptuel, mais n'empêche que ça peut vous faire bouillonner encore. Hein. Ça peut refaire sortir la colère, comme si en fait la scène se déroulait. Vous prenez l'image pour la chose elle-même. Donc toutes les consciences conceptuelles sont erronées quant à l'objet qui leur apparaît, la généralité du signifié. Elles sont qualifiées de consciences erronées. Pourtant, seules certaines d'entre elles, certaines de ces consciences erronées sont erronées relativement à l'objet même qu'elles comprennent, c'est-à-dire l'objet vers lequel la pensée s'est en fait engagée. Donc, les consciences conceptuelles
elles sont les consciences conceptuelles qui ne sont pas erronées quant à l'objet qu'elles visent, sont quand même erronées, mais ne sont pas des consciences fausses. À l'inverse, celles qui sont erronées relativement à l'objet qu'elles visent sont également des consciences fausses. Par exemple, les cognitions inférentielles, les perceptions inférentielles, est-ce qu'elles sont avérées ou pas? Nécessairement ou pas? Pour Bobochok, oui. Et justement, il en parle, je ne sais pas si je note la page, mais ici, justement, que c'est pas pour tout le monde. Mais pour Bobochok, oui, puisqu'on a classifié les perceptions avérées en deux, directes et inférentielles, donc c'est toujours avéré. Donc une perception inférentielle, elle est directe ou elle est représentative? Elle est directe? Est-ce qu'elle est représentative? Oui, d'accord. Donc, elle est conceptuelle. Donc, est-ce qu'elle est erronée? Est-ce qu'elle est erronée ou non erronée? Elle peut être erronée? Pas forcément. Elle n'est pas forcément erronée? Qu'est-ce qu'on en vient de dire? Qu'est-ce que c'est une perception erronée, une conscience erronée? Elle est erronée. Pourquoi elle est erronée? Elle prend l'objet qui apparaît pour la réalité. Comme elle est conceptuelle, une perception conceptuelle, elle est erronée par rapport à ce qui lui apparaît. Parce que ce qui lui apparaît, c'est une image mentale. Mais elle est avérée. Donc elle est infaillible. C'est par exemple l'inférence qui comprend l'impermanence de la fleur. Parce qu'après avoir utilisé le raisonnement qui dit la fleur est impermanente parce que c'est un produit, après avoir appliqué ce raisonnement, on comprend, par cette inférence, on comprend l'impermanence de la fleur, mais c'est pas direct, c'est par une image mentale. Donc elle est erronée, mais elle n'est pas fausse, parce qu'elle s'engage. Une perception fausse, c'est une perception qui est erronée par rapport à son objet d'engagement. C'est-à-dire, elle s'engage dans quelque chose qui n'existe pas. Pour parler, Geshe-la a parlé des perceptions fausses. Par exemple, perception fausse, par exemple, les cornes sur ma tête. C'est faux. Oui, Myriam. Ou alors, oui, prends le micro. Ou alors, le soi de la personne. Il a parlé de toutes les conceptions fausses qu'on a, par exemple la permanence de la fleur, l'existence intrinsèque de la personne. Tout ça, c'est des perceptions erronées. Ce matin, moi, erronées, pardon. Fausses. Fausses, oui. Fausse et erronée, mais fausse parce qu'elle s'engage dans un objet qui n'existe pas. C'est complètement faux. Tandis que erronée, donc il y a une différence. Excuse-moi, là je pars parce que je suis lancée, après je ne sais plus. Tandis qu'erronée, c'est pas forcément faux puisque les perceptions inférentielles, elles sont avérées. Mais c'est erroné par rapport à l'objet qui apparaît. Oui, Myriam? En fait, moi, ce matin, ça m'a un peu... J'ai eu une confusion quand Geshe-la a parlé des perceptions mentales directes fausses. Et j'avais dans l'idée que les perceptions directes, c'est des perceptions exactes par rapport à l'objet apparaissant. Il a parlé de quoi, tu dis? Il a parlé de perceptions mentales directes fausses. En parlant des rêves. Ah ouais. Mais faux, oui, exactement. Perception mentale. Attends, où c'est que j'ai mis mon papier, moi, parce que j'ai mes petits papiers. Perception mentale directe, fausse. Dans le cas du rêve. Donc, dans le cas du rêve,
mental direct, fausse. Hein. Oui, parce que alors que tu pensais que mental direct c'était forcément oui. Direct, oui. Et ouais. Ouais. Le micro, s'il te plaît, ouais. Si exact, c'est non erroné par rapport à l'objet apparaissant, donc une perception mentale directe, si on parle du rêve, ça veut dire que le rêve, c'est ce qui apparaît à mon esprit, donc c'est non erroné, puisque ça apparaît. Mais pourquoi dire fausse? Elle est fausse par rapport à quoi? Elle est fausse parce que l'objet n'est pas là. L'objet n'existe pas. Quand je vois un éléphant dans mon rêve, il n'y a pas d'éléphant. C'est pour ça qu'elle est fausse. Donc il y a un objet apparaissant, l'objet d'engagement. Mais il n'y a pas d'objet d'engagement. Il n'y a pas d'objet d'engagement. C'est comme les cornes du lapin, ou c'est comme, ou c'est comme le soi des phénomènes de la personne. Hein, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est pour ça que c'est faux. Donc, dans le rêve, la perception, si tu veux, du rêve, hein, la conscience de rêve, elle se réfère à quelque chose qui apparaît clairement, mais en fait, elle est fausse parce qu'il n'y a pas d'objet. Elle n'existe pas, l'objet. C'est pour ça qu'elle est fausse. Hein. J'ai parlé à Geshe-la avant de venir, parce qu'il y avait quelqu'un qui a posé par Internet une question sur le rêve, justement, et qui a posé la question, est-ce que tous les rêves sont des perceptions fausses? Qu'en est-il des rêves prémonitoires? Et donc j'ai posé la question à Geshe-la, j'espère que la personne est derrière la caméra. Et qu'est-ce qu'il a dit déjà, Geshe-la? Qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Ah oui. Il a dit simplement que il y a beaucoup de questions à propos des rêves. Hein. Tout le monde, il en parle ici, par exemple, à la page 159. La question de savoir si les consciences du rêve sont conceptuelles ou non conceptuelles est débattue. Parce que moi, je disais à Geshe-la, justement, vous avez dit que les consciences de rêve sont directes, non conceptuelles, mais elles ne sont pas toutes directes. Il doit y avoir des conceptuels aussi. À mon avis, c'est conceptuel. Et donc, après aussi, c'est toujours pareil, chacun peut avoir son point de vue. Donc, le point de vue de Geshe-la, c'est que il ne pense pas que c'est conceptuel. Il ne pense pas qu'il y a il va peut-être en reparler. On peut aussi lui demander d'en parler, mais il pense que c'est direct, les perceptions mentales directes. Et il ne pense pas que c'est conceptuel. Ouais, il dit que c'est direct. Lui, pourquoi il dit ça? Parce que il dit que la façon dont ça apparaît très vividement. Il dit compare l'apparence dans le rêve à l'apparence d'une image mentale quand tu penses à quelque chose. Il dit il y a une différence. Et dans le rêve, il y a une vividité, et c'est pour ça qu'il dit que c'est direct. Alors ici, on dit la question de savoir si les consciences de rêve sont conceptuelles ou non conceptuelles est débattue. En général, les gens pensent qu'elles sont conceptuelles, mais il semblerait que Tsongkhapa dise, dans son Océan du raisonnement, une explication du traité sur la voie du milieu de Nagarjuna, que certaines d'entre elles sont non conceptuelles. Donc je disais à Geshe-la, quand vous dites qu'elles sont directes, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes directes. Et Geshe-la a l'air de dire pourquoi pas. Oui, il a l'air de dire que oui, lui. Hein? C'est ce qu'il dit Geshe-la quand je lui ai posé la question. Moi, j'avais l'impression qu'il disait que c'était pas toujours direct. Mais quand je lui ai posé la question là maintenant, parce que je voulais voir qu'est-ce qu'il disait, il disait non, c'est pas pour lui. Hein. Mais bon, comme vous voyez, c'est débattu. Donc il y en a qui disent, en général, on dit que c'est conceptuel. Donc ça à débattre. Après, est-ce que toutes les questions, est-ce qu'elles sont fausses? Oui. Pourquoi elles sont fausses? Parce que elles sont
erronée par rapport à leur objet d'engagement, puisqu'elle n'existe pas. Donc il faut faire cette différence entre incorrecte par rapport à leur objet d'engagement ou l'objet apparaissant. En général, quand on dit incorrect ou erroné par rapport aux perceptions représentatives, c'est parce que c'est erroné par rapport à l'image mentale, donc à l'objet apparaissant. Ça ne veut pas dire que cette perception est fausse, ou n'est pas avérée. Donc il faut bien savoir faire cette différence. Et donc quand j'ai posé la question à Geshe-la, la question de cette personne, donc les rêves prémonitoires, est-ce que tous les rêves sont des perceptions fausses? Puisque dans les rêves prémonitoires, c'est possible dans les rêves de voir quelque chose qui va se passer, ou des signes ou quelque chose. Donc la personne qui pose la question, en fait, dit, il y a un texte qui présente Kandrola et qui parle de rêves et de signes qu'elle avait perçus. Mais bon, même en dehors de cet exemple, c'est possible qu'on voit des choses dans les rêves. Et donc Geshe-la a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui, c'est possible d'avoir des rêves prémonitoires, donc de voir quelque chose qui va effectivement se passer, mais il dit c'est quand même des perceptions fausses. Pourquoi? Parce que dans la situation du rêve, ce qui est vu n'est pas là. Voilà. Par exemple, je vois qu'il va neiger ce soir. Dans mon rêve, là, j'ai fait la sieste. J'ai vu de la neige à 6h30. Mais en fait, même si c'est vrai, ce que j'ai vu n'est pas là. Donc c'est une perception fausse. Voilà. C'était la réponse de Geshe-la. D'accord. Il y avait aussi une autre question. En fait, c'est Brigitte et Pema qui posaient la question sur les perturbations. Où se constituent les perturbations dans tout ça? Dans toutes ces consciences dont on parle, elle peut être mêlée aux perturbations ou pas. En général, les perturbations dont on parle, par exemple la haine, la colère, l'attachement, l'ignorance, etc., ce sont des facteurs mentaux. Et donc, l'esprit qui est associé, par exemple, à un facteur mental de colère, par exemple, il devient empreinte de colère. C'est un esprit de colère. Mais en fait, c'est le facteur mental qui est la colère. Et ce sont... on va en parler puisque la prochaine fois, on va aborder la division en deux, l'esprit principal et les facteurs mentaux, la prochaine fois, donc on va parler plus des perturbations. En général, les perturbations mentales, ce sont des facteurs mentaux et ce sont des consciences mentales, pas sensorielles. Ce sont des perceptions mentales qui, en fait, ont une influence trompeuse, qui peuvent avoir une influence trompeuse sur les consciences sensorielles. Par exemple, l'esprit empreint de colère, qui est une conception mentale, je vois rouge. C'est-à-dire, je vais interpréter, je vais voir des choses sous l'influence d'une perturbation. Donc, de toute façon, la réponse de Geshe-la, parce que je lui ai posé cette question aussi, c'est on en parlera plus tard. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, il n'y a pas trop de temps. Vas-y. Ouais. Tu prends le micro, s'il te plaît. Ouais. Oui, j'ai une question. Quand on a un sens distordu, par exemple, j'ai la jaunisse et je vois par une sensation directe que la neige est jaune. J'ai une perception directe qui n'est pas erronée sur l'objet, mais qui est fausse. C'est ça ou c'est pas ça? Ou elle est erronée et fausse? Elle est directe déjà. Ouais. Donc c'est comme la montagne bleue. Il a parlé de la montagne bleue. Donc tu vois la neige jaune alors qu'elle est blanche. Oui. Donc c'est une perception fausse. Ouais. Mais elle est erronée quant à l'objet d'engagement ou pas? C'est là la subtilité, j'ai du mal. Elle n'est pas erronée dans le sens où c'est pas une image mentale. C'est ça. Donc elle n'est pas erronée, mais elle est fausse.
elle n'est pas erronée. Je ne sais pas si elle est erronée ou pas. Elle n'est pas erronée dans ce sens-là. Hein. Oui, dû à un défaut de l'organe, hein, oui. Ou par une condition. Ça, il en parle, oui. Il n'en a pas parlé, Geshe-la, de ça. Il en a parlé dans les perceptions fausses. Dans les perceptions fausses, c'est où? Il y a des divisions. Hein. C'est quoi les divisions? La perception fausse. Représentative et non représentative. Donc je pense que c'est non représentative, hein, du fait que la faculté sensorielle est affectée par une condition qui fait que on perçoit quelque chose qui n'existe pas. Hein. Donc je pense que l'objet d'engagement, c'est la neige blanche, mais l'objet apparaissant et l'objet du mode d'appréhension, ce qui est saisi, c'est la neige bleue, non la neige jaune. Hein. Mais si tu as des questions plus sur ça, c'est mieux que tu l'écrives et que tu la mettes sur la table même si tu veux reposer la question. Oui. C'est mieux que ça aille. Oui, mais en fait, quand je relis la définition, la perception fausse non représentative, j'ai noté c'est une perception qui voit clairement son objet tel qu'il est saisi de manière erronée. Ouais. Donc c'est qu'elle est erronée et fausse à la fois. Donc clairement ici, ça veut dire. Tel qu'il est saisi. Je l'ai noté, mais je ne sais plus où. Tel qu'il est saisi, moi j'ai noté. Clairement, ça veut dire. Il y a clairement, c'est où ça? Tel qu'il est... Ah non, clair, c'est autre chose. Ouais. Tel qu'il est saisi, ouais. Erroné. Ouais. Donc, tel qu'il est saisi, c'est le mode d'appréhension. Voyons, tu peux répéter ça, pardon? Ouais, j'ai pas réalisé. Ce que j'ai noté? Ouais. Moi, j'ai noté, c'est une perception fausse non représentative, c'est une perception qui voit clairement son objet tel qu'il est saisi de manière erronée. Voilà. Donc, l'objet tel qu'il est saisi, c'est l'objet du mode d'appréhension, c'est-à-dire bleu. Ce qui est saisi, c'est la neige bleue. D'accord. Et qui est en fait erroné, ouais. Ok, merci. Si tu veux parler dans le micro, et on en restera là après parce que c'est moins de 2. Oui, mais bon, si tu veux parler dans le micro, ouais. Alors, ce matin, il a dit que toutes les perceptions sensorielles, visuelles, auditives, etc., fausses, avec une distorsion de l'objet, appréhendées par la perception sensorielle. Ouais. Ça veut dire que peut-être que le problème de la jaunisse crée une distorsion de la vue. Et exact. Donc à partir de là... voilà. Donc c'est un exemple. Tu vois, c'est comme la montagne bleue due à... Donc elle est bien fausse, à cause de la distorsion. Oui, exactement. Ouais, c'est ce qu'on dit. Oui. C'est un des exemples de perception fausse non représentative. D'accord, merci. Ah oui, pour ce soir, c'était quoi déjà? Ah oui. Oui, il y a des gens qui ont pris les préceptes. Hein. J'ai entendu dire qu'il y avait des discussions. Est-ce qu'on peut manger ce soir? Non. Hein, les préceptes, ne pas manger aux heures incorrectes, ça veut dire après le repas de midi qui s'arrête à 1h. Donc après 13h, il est bientôt 16h. On ne mange plus. Hein, jusqu'à demain matin au lever du soleil. Vous avez pris ce vœu. Donc vous pouvez boire, bien sûr, vous pouvez boire. Vous pouvez boire. Essayez de diluer, ne buvez pas de lait ou de rien qui a de jus de fruits avec la pulpe, rien de solide, mais vous pouvez boire. Mais vous ne mangez pas. Merci.